Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau Hangout en direct consacré ce soir à un débrief de la Google I/O 15, donc la grosse conférence annuelle de Google qui nous permet de découvrir un petit peu toutes les nouveautés que nous prépare le géant américain pour l'année à venir. Donc avec moi ce soir il va y avoir trois invités pour faire ce débrief. Donc on a Michael, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Jean-Paul, bonsoir également. Bonsoir. Donc ça, c'était les deux nouvelles têtes de la soirée. Et un que vous connaissez un petit peu maintenant, puisqu'il a déjà participé à des hangouts précédents, c'est François. Salut Hugo, salut à tous. Ce soir, ce qu'on va aborder, c'est les grandes annonces donc, de l'I/O 2015, à savoir en gros essentiellement Android, Google Photos, Android Pay, la mise à jour de Android Wear. Après, on passera un petit peu plus rapidement, puisqu'il n'y a pas eu trop d'infos sur tout ce qui est Android Auto et Android TV, sur Brio, sur Abacus, la mise à jour d'Inbox dont vous bénéficiez déjà, donc on en dira 2-3 mots, mais tout le monde peut déjà découvrir les mises à jour. Et puis Maps Offline, et on fera un petit point sur éventuellement les mises à jour de services plutôt en arrière-plan qui peuvent changer pas mal de choses, mais où Google est resté quand même un petit peu confidentiel. Donc voilà un petit peu pour le programme, et donc on attaque tout de suite avec Android M, qui sera disponible normalement à partir du 3e trimestre de l'année. Messieurs, qu'est-ce que vous avez retenu un petit peu de ces annonces concernant Android? Qu'est-ce que ça vous évoque? Qu'est-ce que ça vous... Prendre peut-être la main Vas-y. pour un avis un peu général sur... alors effectivement, Android M a été ce qui a été annoncé en plus gros, mais pour aussi donner mon sentiment général sur cette conférence. Et Android M en est un exemple tout à fait caractéristique, je pense. C'est que je pense que cette conférence était très orientée cette année vers le grand public, vers les utilisateurs, beaucoup plus que l'année dernière où elle était orientée plutôt vers les professionnels. Et bon, alors bien sûr, elle est toujours orientée vers les développeurs, mais cette année, c'était vraiment du développement pour faire des choses pour les utilisateurs. Côté global aussi, par rapport à l'année dernière, on a senti que l'année dernière, il y avait des grosses révolutions qui étaient lancées. Le Lollipop était un énorme changement sur Android. Le Material Design est un énorme changement sur l'ensemble du design des produits Google. Et cette année, on a senti que on retombait un peu sur de la stabilité. On voulait on avait fait les évolutions et on voulait aller vers quelque chose d'un peu plus solide et stable, retourner vers les principes de base de rapidité, fiabilité que l'on connaît à Google. Donc en sachant voilà. qu'effectivement, tout ce qui est rapidité, fiabilité, c'était aussi un peu le but du Material Design, parce que c'est pas que du design justement, contrairement à ce que le nom peut indiquer. C'est toujours bon de le rappeler. Et que voilà, le Material Design, c'est aussi justement la fluidité, la simplicité, l'affordance de l'interface, des choses comme ça, quoi. Je pense que sur Android M, effectivement, il y a beaucoup d'améliorations. Enfin, c'est surtout du peaufinage, on va dire, mais qui vise à rendre les choses plus fluides. Donc, il y a notamment le lien entre les applications, le fait de pouvoir intégrer Chrome directement dans une application sans avoir à ouvrir une fenêtre Chrome séparée. Et puis toujours donc Google Now, ce fameux assistant personnel qui est un peu finalement qui représente le futur de la recherche, c'est-à-dire qu'on vous apporte des informations quand vous en avez besoin, avant même que vous sachiez que vous en avez besoin et sans intervention de votre part. Et donc Google Now, effectivement, qui rentre au sein des applications désormais, qui ne se limite plus à une petite fenêtre sur la page d'accueil, quoi. Donc, donner quelques détails quand même. Le Google Now dont tu parles, c'est ce qu'ils appellent le Google Now on Tap. Voilà. Donc qui va en fait vous permettre, par exemple, vous êtes c'est un exemple que j'ai vu, vous êtes en train de parler, d'aller voir un film avec un pote, vous donnez le titre du film, et si vous restez longtemps appuyé sur le menu Home, il va automatiquement vous proposer, par exemple, d'aller voir la notation sur IMDb ou d'aller voir la bande-annonce, par exemple, sur Allociné, quoi. Ça veut dire que ça va être vraiment dans chaque application, dans chaque chose qu'on va faire, il va être en permanence en train d'analyser le contexte pour essayer de nous proposer des infos contextuelles pertinentes. Et puis je peux vous assurer que Google Now, pour les gens qui sont relativement sédentaires, ne fait pas grand-chose, alors que pour les gens qui voyagent beaucoup, c'est très 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 actif. C'est déjà le cas aujourd'hui. On a déjà
On a déjà beaucoup d'exemples de Google Now. Je suis parti en province ce week-end et j'ai été sollicité tout le temps par Google Now qui m'a dit est-ce que vous voulez pas rajouter cette carte, est-ce que vous voulez pas rajouter cette option météo, est-ce que vous voulez pas rajouter voilà. Vraiment, c'est vraiment impressionnant. Mais alors, ce que je trouve justement d'autant plus impressionnant, c'est vrai qu'il propose beaucoup de choses, mais moi, je me sens jamais personnellement envahi, à part quelques exemples en fait d'informations, par exemple les films qui se jouent autour de chez moi. Bon, ça m'intéresse pas, je désactive la carte une fois et je suis tranquille. Mais ensuite, c'est vrai qu'il va apporter régulièrement des informations. Quand je me déplace, il va me suggérer un itinéraire parce qu'il se souvient que la dernière fois que je suis venu à tel endroit, je suis également allé à tel autre endroit. Mais c'est toujours au bon moment, ça dure pas trop longtemps. Et je trouve que sur les recherches aussi, l'analyse des recherches de sujets sur Google aussi, il est très très fort. Récemment, j'ai eu des articles récents sur aussi bien sur les premières secondes du Big Bang. J'avais fait des recherches là-dessus. Il m'a proposé un article en fonction de ça qui tombait pile poil. Ça tombe toujours pile poil sur exactement le sujet qui nous intéresse, quel que soit le sujet, quoi. Mais ça dit donc cette intégration de Google Now dans les applications, c'est dans la continuité de ce qui avait déjà été fait il y a quelques mois, avec maintenant les applications qui peuvent elles-mêmes pousser de la donnée dans Google Now. C'est-à-dire que ce n'est plus un service qui est limité à Google, ça s'ouvre de plus en plus à du Allociné, à du Netflix, etc., quoi. C'est ça qui est assez intéressant, qui rend l'outil aussi puissant. Au niveau des autres annonces d'Android, simplement pour faire un petit tour, hein, il va y avoir quand même une nouvelle gestion des applications en arrière-plan, ce qui va permettre d'économiser encore de l'énergie en coupant automatiquement les applications qu'on aura oubliées et qui ne seraient pas sollicitées. On va avoir la carte SD qui va enfin pouvoir être reconnue sans bidouille comme de la mémoire interne pour étendre les capacités ridicules des modèles d'entrée de gamme qui sont parfois extrêmement limitatives. Et puis il y a aussi une grosse modification des autorisations. Est-ce que l'un de vous veut prendre la parole à ce sujet-là? Les autorisations d'application? Bon, on peut dire deux mots sur le fait qu'effectivement les autorisations vont être beaucoup plus modulaires. Elles ont été simplifiées aussi. Alors certains s'en plaignent. Néanmoins, la grosse modification, c'est que ces autorisations ne seront plus demandées à l'installation de l'application. Elles seront demandées au moment où l'application en aura besoin, ou même que l'utilisateur va faire l'action d'avoir besoin de la caméra, par exemple. Et c'est à ce moment-là que l'application demandera est-ce que je peux véritablement utiliser caméra, micro, etc., etc. Parallèlement, le système donnera accès bloc d'autorisation par bloc d'autorisation, c'est-à-dire caméra, Wi-Fi, téléphone, mémoire interne, etc., de voir toutes les applications qui utilisent ces autorisations et de pouvoir enlever les autorisations aux applications une par une en fonction de ce qu'on veut leur supprimer comme autorisation. D'ailleurs, cette suppression d'autorisation, c'était quelque chose qui avait déjà été disponible avec une petite appli bidouille lorsqu'Android 4.3 ou 4.4, je crois, était sorti. À l'époque, on avait déjà un accès à ça, mais en fait, c'était en version bêta, ça faisait cracher pas mal d'applis quand elles avaient plus les autorisations dont elles avaient besoin. Mais voilà, on voyait déjà que dans le noyau d'Android 4, il y avait déjà des prémices de cette chose-là, que c'était une vraie volonté de Google de simplifier et de rendre la main à l'utilisateur quand même sur sa machine et de pouvoir utiliser des applications en les bridant volontairement dans certains cas pour préserver sa vie privée ou ce qu'il a envie de communiquer ou non à l'éditeur, quoi. En fait, Google va dans cette direction parce qu'il a constaté une chose que l'on connaît tous, hein, c'est que quand on installe une application, on regarde très peu le mode d'emploi, les notifications d'utilisation, les conditions, etc., et les règles. Chez Android, ça a été particulièrement simplifié, mais même avec cette simplification, beaucoup de gens acceptent directement sans lire quelles sont les autorisations qui sont à accorder. Et donc, en déportant le moment où l'autorisation est demandée, Google pense qu'elles seront plus comprises et prises en compte. Je confirme, hein, moi je participe à l'évangélisation de ma famille et de mes amis autour de moi en leur disant d'être vigilants, parce que c'est vrai que quand vous avez une lampe torche qui vous demande l'accès à vos données de contact et l'accès à Internet, il y a quand même peut-être un petit souci quelque part qui fait que vous risquez de vous prendre pas mal de spam à cause de ça juste derrière, quoi.
Non, ça c'est juste le détecteur de visage qui fait ça. Hein. Bien sûr, bien sûr. Alors, pour parler de détecteur de visage, on peut parler du détecteur de lecteur d'empreintes, peut-être. Ah bah vas-y, je t'en prie. Certains diront que Google court après Apple. Mais bon, je pense que c'était en fait qu'un certain nombre de fabricants de téléphones ont commencé à intégrer ça dans leur coin et que Google voulait pas laisser les choses se disperser n'importe comment, il voulait centraliser, foutre une API que tout le monde puisse utiliser de façon unifiée et qui soit correctement relié au système central. Mais je pense que ce n'est qu'une étape. On s'aperçoit qu'au niveau des mots de passe, Google fait énormément de travail et réfléchit à comment se débarrasser des mots de passe. Et on y reviendra en deuxième partie d'émission avec Abacus. Je me faisais une petite réflexion toujours sur justement les histoires d'empreintes digitales. J'espère que leurs bases sont bien sécurisées à Apple et Google, mais je me faisais la réflexion que autant un mot de passe ça se change quand on nous le vole, autant une empreinte digitale c'est un peu plus dur. Donc qu'est-ce qui se passe quoi si quelqu'un vole en gros les caractéristiques de mon empreinte digitale et la réutilise pour se faire signer dans telle ou telle application Faut changer de doigt. Il faut changer de doigt, ouais, c'est ça. On va faire des greffes d'empreintes digitales. Ouais. Ça va être un nouveau non, mais disons business, que tu as le droit de perdre 9 fois ton mot de passe avant d'être à court de doigts, quoi. Voilà. Ah, et t'en restes aussi au pied, hein. Puis après, il y a l'iris, c'est bon, quoi. Faudra changer d'œil après. Ça rejoint exactement ce que je disais, hein, c'est que cette reconnaissance des empreintes, des empreintes est une évolution vraiment partielle par rapport à la pensée globale de Google, qui n'est pas de se fier à un seul critère pour reconnaître les utilisateurs, mais plutôt de les mélanger, de les mixer pour avoir une fiabilité bien supérieure. Ok. Dernière petite chose qui avait été annoncée concernant Android également, c'était quand même que les applications natives allaient être un petit peu mieux gérées. Et donc, par exemple, si on se retrouve avec, je sais pas moi, un post Twitter dont le lien est dans un mail, bah, ça va pas nous demander, comme aujourd'hui, de confirmer que c'est bien l'appli Twitter qui doit l'ouvrir. De base, ça l'ouvrira avec l'appli Twitter si elle est installée. Voilà, ça ne nous redemandera pas une énième confirmation d'un truc absolument logique. Oui, de toute façon, ça va globalement dans la logique globale de pouvoir attribuer des URL à des éléments contenus dans des applications mobiles ou en tout cas Android, qu'elles soient téléphone ou tablette, de façon à ce que, par exemple, on puisse partager une recette marmiton, voilà, par exemple, directement de l'application à l'application sans avoir à se transférer des choses compliquées ou des URL incompréhensibles. Alors si je peux me permettre, il y a quelques autres nouveautés aussi qui n'avaient pas été présentées pendant la keynote de l'I.O., mais on a vu quelques articles circuler depuis, notamment le mode multi-fenêtre dans Android, donc le fait de pouvoir, il y a déjà Samsung qui fait ça sur ses téléphones, le fait de pouvoir ouvrir en gros 2 applications en même temps sur un écran. Utilisation moi je suis un petit peu sceptique, sauf peut-être pour faire des copier-coller ou des choses comme ça. C'est-à-dire, ça m'amène quand même au sujet de Android pour ordinateur. Parce qu'aujourd'hui, en gros, on a Android qui fait à peu près tout, de la smartwatch à la télévision, mais qui omet quand même les ordinateurs. Il n'y a pas vraiment de version faite pour les ordinateurs portables. À la place, on a Google Chrome, donc les deux sont en train de se rapprocher un petit peu. Moi, je suis un petit peu étonné que, en gros, Google se limite au modèle des Chromebooks, c'est-à-dire un peu comme des Mac, en fait, des machines qui sont faites uniquement pour le système d'exploitation en question, et qu'on n'ait pas un système, en gros, qu'on pourrait installer sur n'importe quel ordinateur avec une architecture x86. Parce que je pense que déjà Chrome, il y a des choses à faire, et Android, avec la richesse des applications disponibles, ce serait tout à fait possible de faire concurrence à Windows ou Mac. Je pense que c'est très difficile pour les développeurs d'adapter leurs applications pour un PC avec un trackpad s'ils ont réussi à le faire pour une télé ou une smartwatch, quoi. La réponse, il me semble, assez simple à ça. Hein. C'est que si tu veux une plateforme multi-système et qui fonctionne en particulier sur les plateformes x86,
tu as ce qui s'appelle le navigateur Chrome. Et l'idée de Google, c'est quand même de faire tourner des web applications. Il y a des tonnes de technologies qui sortent de plus en plus chez Google, qui sont faites pour ça, qui sont faites pour que tout puisse tourner dans un navigateur, voire dans une web view éventuellement. Mais en tout cas, le HTML5 est là pour pallier à toutes ces difficultés. Je suis d'accord, mais par exemple, pour moi, je suis tout à fait d'accord. Je ne vis que dans Chrome et j'aimerais pouvoir effectivement n'avoir que Chrome sur mon ordinateur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis obligé d'avoir Windows ou Mac parce que je m'achète pas de Chromebook. Pourquoi je m'achète pas de Chromebook? Parce que si le software est bien, le hardware c'est vraiment de la merde, faut dire ce qui est. À part pour le Pixel, mais qui est pas disponible en France pour la nouvelle version. Donc, enfin bon, je suis assez exigeant dans mes caractéristiques, hein, je l'admets. J'aime bien un ordinateur sans ventilateur, avec un écran haute résolution de belle qualité. Aujourd'hui, les Chromebooks, il n'y en a aucun qui a un écran de belle qualité, à part le Pixel et le Toshiba Chromebook 2. Les deux sont indisponibles en France. Donc, je suis bloqué. Voilà, qu'est-ce que tu es, toi, le Samsung, mais je pense pas que ce soit un écran IPS ni Full HD. C'est hyper difficile. De toute façon, en plus, moi, je refile du Chromebook à des utilisateurs et je m'aperçois que le HD, en fait, n'est pas forcément, enfin, le Total HD, le Full HD n'est pas du tout nécessaire parce que la seule différence quand on a un Full HD, c'est qu'on va l'utiliser de façon fenêtrée et on va l'utiliser de la même façon qu'on utilise un Chromebook non Full HD en plein écran. Mais l'utilisation est exactement la même. Enfin, j'ai pas mal de Chromebooks installés dans ma famille hein, aussi sur mes conseils. C'est vrai que ça, pour moi qui assure le service après-vente, c'est bien pratique. Mais pour mon usage à moi, où j'ai besoin quand même d'un écran de qualité, malheureusement, on n'a encore pas de Chromebook. Disons que malheureusement, les Chromebooks se limitent au marché des ordinateurs bon marché, on va dire quoi. Et c'est assez dommage parce que d'une part, il y a certainement des clients pour de la meilleure qualité et en plus ça donne une image finalement d'une Chromebook qui est que finalement c'est qu'un ordinateur d'appoint quoi. Alors qu'en fait ça pourrait très bien être un ordinateur à utilisation principale pour les gens qui sont comme nous qui travaillent dans le cloud. Donc en attendant, j'ai pas vraiment d'alternative que d'avoir un PC sous Windows. Bon là j'en ai un très bien hein, d'un point de vue matériel. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de la part de Google là-dessus. Simplement, c'est jeune aussi. Hein. Ouais, non seulement c'est jeune, puis en plus, je pense qu'il y a aussi, c'est peut-être une volonté délibérée hein, de la part de Google de pas aller trop concurrencer la solution PC ou la solution Mac, parce que peut-être qu'ils considèrent aussi que c'est pas une solution d'avenir, et que l'avenir passe par la miniaturisation des supports, et pas nécessairement donc le PC et ses déclinaisons, même si c'est des PC portables aujourd'hui. On va plus vers des supports comme les montres connectées, comme on va dire une dématérialisation, une miniaturisation des supports et une dématérialisation de la donnée complètement jusqu'à l'utilisateur. Quoi. Donc, après, c'est vrai que probablement que d'ici 2-3 ans, on pourra brancher notre téléphone à un écran, un clavier, une souris et l'utiliser comme en gros comme ordinateur. Quoi. Tu peux déjà, tu as déjà un petit Chromecast, un clavier Bluetooth et puis voilà, c'est réglé. Voilà, il y a des Chromecast, voilà, exactement. Et une petite polémique pour terminer, question qui n'a rien à voir, mais le M pour vous, alors ça sera quoi? Marshmallow, je le vois bien, mais bon. Bah moi j'essayais de trouver un truc avec une marque en fait, parce que je me dis que s'ils ont commencé à co-brander avec KitKat, il n'y a pas de raison qu'ils continuent pas dans la lignée en fait. Ah bah t'as Mars ou M&M's. Ouais voilà par exemple. Marcus Brandy a dit que ça serait milkshake. Okay. Ouais. Les paris sont ouverts, vous avez le droit de nous mettre en commentaire de la vidéo ce que vous en pensez aussi. Mais vous tapez pas dessus si vous n'êtes pas d'accord. On va passer à Google Photos si vous le voulez bien, je sais qu'il y en a certains qui sont impatients d'en parler. Absolument. Donc voilà, Google Photos. Donc juste pour donner les grandes lignes, hein, moi ce que j'en retiens c'est le stockage illimité des images en JPEG jusqu'à 16 mégapixels, des vidéos en 1080p et une reconnaissance faciale. Pour faire simple, hein. Par contre, moi, là où j'étais déçu quand même, c'est que Google nous annonçait vouloir concurrencer des gros concurrents. Moi, perso, mon stockage de photos dans le cloud, il se fait sur Amazon, où je peux stocker mes RAW, mes TIFF, mes DNG directement aussi sans quota.
Et là, on se contente quand même du JPEG et du 16 mégapixels. Donc c'est très bien pour tous les usagers de smartphones qui, pour l'instant, plafonnent dans ces eaux-là. Pour l'utilisateur un tout petit peu plus avancé qui aura envie d'une solution cloud compétitive, ça sera toujours pas Google qui va être choisi, quoi. D'autant qu'on avait des rumeurs comme quoi Google allait améliorer le support du RAW dans Android en tout cas, donc c'est vrai qu'on pouvait imaginer qu'il permettrait de stocker du RAW dans le cloud. Et d'ailleurs, on peut importer les photos en RAW, je crois, mais c'est converti en JPEG. Je sais pas d'ailleurs si la conversion est de très bonne qualité. Tu as peut-être fait le test, Non, Hugo? j'ai pas testé justement parce que moi je mets tout voilà, sur le cloud Amazon, effectivement, qui marche très bien pour ça, quoi. Non, normalement, l'euro l'euro était déjà accepté par Google Plus Photo et normalement il est accepté très bientôt par Google Photo, nouvelle version. C'est en évolution, hein, c'est un produit qui est tout neuf. Il y a encore des fonctionnalités qui sont pas présentes comme l'édition des données EXIF. L'édition n'est pas encore au niveau de ce qu'elle était précédemment. On a perdu en quelque sorte tout ce qui était Snapseed, non? voilà, exactement, Snapseed. Snapseed avait été intégré dans Google Plus en fait, et là on voit qu'il a disparu. On imagine que ça va revenir. Moi, en fait, ça me fait un peu l'effet d'Apple qui a abandonné Aperture, en fait. C'est-à-dire que c'était suffisamment poussé pour qu'un utilisateur un petit peu avancé s'y retrouve, sauf que c'était sous-utilisé, et donc bah, ils préfèrent aller sur du grand public, et simplifier à outrance en mettant des petits trucs un peu waouh, un petit peu, voilà, au détriment de trucs un peu plus qualitatifs et un petit peu plus poussés, mais que très peu d'utilisateurs vont utiliser, quoi. C'est vraiment l'impression que moi ça me fait. Bah, Hugo, de toute façon, moi c'est aussi ce que je ressens, hein, c'est que c'est vraiment un produit pour le grand public, que la volonté était de simplifier un maximum les choses. Alors, il y en a certains qui ont été perdus dans l'affaire, apparemment. Tout n'est pas rose. Certains ont perdu des albums. Voilà, la transition n'est pas non plus extraordinaire et on imaginait quand même que si Google voulait faire quelque chose de plus simple, ça allait être quand même fait un peu plus sérieusement et d'une façon un peu plus qualitative. La qualité étant changée, même si tous les paramètres demandent à ce que la qualité ne soit pas modifiée. Oui, tout à fait. La compression JPEG de Google Photos est quand même assez affreuse, hein, faut être honnête. Ça fait partie de ce que j'ai vu de pire dans les stockages cloud, hein. Alors personnellement, moi j'utilise j'utilisais beaucoup Google Plus Photo pour partager, stocker mes bibliothèques, etc. Alors c'est vrai qu'on a perdu des choses. J'ai remarqué même d'ailleurs l'autre jour, j'ai fait une photosphère avec mon smartphone. Impossible de visionner la photosphère en mode photosphère pour l'instant dans Google Photos. Néanmoins, moi je m'y retrouve largement sur plusieurs points. Le premier point vraiment intéressant pour moi, parce que j'échange beaucoup de photos donc dans la famille, avec des amis, etc. Le premier point génial, je trouve, c'est quand même le partage. Parce que avant, pour partager des photos, vous deviez soit créer un album et faire complètement le partage de l'album entier, soit en gros utiliser Gmail pour envoyer des photos que vous intégrez à vos mails, quoi. Alors que là, vous pouvez sélectionner vos photos une à une. Vraiment, vous sélectionnez celle que vous voulez. Et après, vous n'avez plus qu'à cliquer sur partager en haut à droite pour récupérer un URL. Et non seulement ça, donc c'est-à-dire que les gens qui récupèrent l'URL peuvent visionner les photos même s'ils n'ont pas de compte Google. Mais la cerise sur le gâteau quand même, c'est que s'ils ont un compte Google, ils peuvent en un seul clic, ils peuvent ajouter ces photos directement à leur bibliothèque à eux. Avant, en gros, soit il fallait que je télécharge manuellement la photo sur mon disque dur et que je la réimporte dans Google, soit il fallait en gros que je me repaluche tous les posts que j'ai pu avoir dans le passé pour voir quelles photos ont été partagées avec moi, quoi. Donc ça, c'est le premier gros avantage, je trouve. Le deuxième énorme avantage, c'est effectivement la reconnaissance non seulement des visages, mais du contenu en général dans les images. Alors la reconnaissance des visages, très bizarrement, c'est quelque chose qui n'est disponible par défaut que dans la version américaine de Google Photos. En France, elle n'est pas disponible par défaut. Alors on peut l'activer en bidouillant sur votre Android en vous connectant via un VPN ou un proxy aux États-Unis.
vous videz toutes les données qui sont rattachées à votre application, et à partir de là, vous pouvez relancer l'application et activer la reconnaissance de visage. Et là, du coup, c'est activé partout, y compris sur le web. A priori, cette restriction est due à des problèmes légaux. C'est pas que Google veuille pas le partager à tout le monde ou que ça soit si bizarre que ça, c'est que l'autorisation légale pour faire ce genre d'opération n'est possible qu'aux États-Unis pour l'instant. C'est étonnant que ce soit interdit, que ce soit pas activé maintenant, alors qu'avant c'était possible de façon plus intrusive d'ailleurs par défaut. C'est-à-dire qu'avant on pouvait avoir des gens qui nous taguent nous. Quoi. Bah là, moi, ça me choque d'autant plus, en fait, c'est surtout que Lightroom, par exemple, propose une reconnaissance des visages depuis sa dernière version. Donc certes, c'est de l'opt-in, hein, c'est-à-dire que c'est à vous de dire à Lightroom que vous acceptez qu'il le fasse, mais Adobe n'a pas eu du tout de problème pour lancer Lightroom, y compris dans la Creative Cloud, à l'échelle mondiale le même jour, et visiblement, au niveau législatif, ça ne lui pose aucun souci. Donc après, certes, c'est une option payante, enfin c'est un abonnement payant, certes, c'est de l'opt-in, mais je vois pas ce qui empêchait Google en fait de le mettre en opt-in et de dire après c'est l'utilisateur qui choisit. Voilà, mais au-delà de ça, donc j'ai donc réussi à activer la reconnaissance faciale et je dois dire que c'est absolument bluffant. C'est-à-dire que ça fait pas mal de temps que j'utilise des outils qui proposent la reconnaissance faciale, que ce soit des logiciels en interne comme Lightroom ou bien des services en ligne. Là, il n'y a eu absolument aucune intervention nécessaire de ma part et il y a tout simplement zéro erreur. C'est-à-dire j'ai trouvé aucun exemple de photo où la personne, par exemple, était reconnue comme deux personnes différentes. Ou alors où il y a eu un mix-up dans l'attribution des visages. Et alors encore plus incroyable que ça, c'est donc, comme a été présenté à la keynote, c'est que Google détecte l'évolution de l'âge. Alors par exemple, si je prends ma petite cousine ici, donc on voit, alors il arrive à la détecter, y compris quand elle est dans le fond, dans le flou, dans l'obscurité, etc. Mais donc j'ai des photos de là où elle va voir, je sais pas, on va dire 12 ans. Et si je redescends complètement au début de ma chronologie, je remonte, voilà, à la maternité quasiment. C'est bien la même personne. Avec un visage totalement différent, mais donc Google a su reconnaître que c'était cette personne-là, quoi. Vous prenez une photo de la personne, vous sélectionnez toutes les photos du début jusqu'à la fin, vous cliquez sur le lien et voilà, la personne a toutes ses photos et peut l'ajouter en un clic également dans sa photothèque à elle. Je trouve ça assez bluffant, assez simple à utiliser et c'est vraiment un très gros progrès. Autre chose assez bluffante, c'est la reconnaissance non pas juste des visages, mais aussi donc des objets. Par exemple, là, on voit que Google a reconnu qu'il y avait du kayak dans mes photos ou des chevaux. Ça marche avec un nombre de choses absolument incroyables. Et alors, ce qui je trouve assez incroyable, en fait, c'est que Google, il n'y a pas un ingénieur derrière qui apprend à Google à reconnaître un kayak ou un cheval, etc. C'est Google, en scannant toutes les photos qui sont publiées sur Internet et en voyant les mots contextuels qu'il y a autour de cette photo, qui arrive à détecter on va dire des tendances et qui apprend en fait par lui-même à détecter un objet simplement en analysant l'Internet. Pour moi, c'est vraiment la définition de l'intelligence artificielle. C'est vraiment assez incroyable. Alors sur la détection des objets et des actions dans les photos, il n'est pas encore aussi performant que pour les visages, mais je peux prendre par exemple l'exemple si je tape dîner, je vais taper dîner dans ma recherche, et on voit que j'ai des résultats assez quand même concluants. J'avais tapé, je crois aussi nourriture, il me sortait des photos de cuisine chez Ikea que j'avais pris en photo. Donc il se limite pas à un seul contexte. C'est ce qu'on appelle des analyses neuronales à plusieurs niveaux et le knowledge graph étant l'un des niveaux possibles d'analyse. Il peut y en avoir beaucoup en dessous et quelques-uns au-dessus. Ouais, mais donc le système apprend par lui-même, ce que je trouve assez bluffant, quoi. Effectivement. Donc Google Photos, plutôt convaincu pour l'instant en tout cas. Même si c'est vrai qu'on peut partir du principe qu'il faut à côté, si on est pointu sur la qualité, etc., il faut à côté un Photoshop, un stockage sur un serveur NAS, etc. Et Google Photos est plus le réceptacle du résultat final pour faciliter le partage, on va dire.
Oui, voilà, moi je sais que par exemple, c'est typiquement l'usage que j'en ai. Hein, c'est dès que je fais quelque chose en fait au niveau photo, c'est les JPEG qui se retrouvent en fait sur, en ce moment, pour l'instant, c'était Google Drive plus en fait, pour ensuite aller être partagé facilement en 2-3 clics, quoi. Android Pay, grosse annonce. Là encore, on va pouvoir dire que Google essaye de courir après Apple. Mais c'est aussi dans l'ordre des choses. Hein. Google Wallet avait pas attendu Apple pour commencer à fonctionner. Était déjà utilisable sur pas mal de sites. Moi, je l'utilisais pour acheter Mumble Bundle, par exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'annonce d'Android Pay qui, pour l'instant, va être réservée aux États-Unis quand même? Ce qui est notable, c'est que Google avait déjà sa solution de paiement, effectivement, tu l'as cité, qui est Google Wallet. Vraiment, ce qui est notable, c'est que pour le lancement de ce service, Google Pay, Google s'est entouré de partenaires et de très nombreux partenaires avant de faire l'annonce de ce service. Que ce soit des partenaires au niveau banque, que ce soit des partenaires au niveau ce qu'ils appellent carriers, les fournisseurs d'accès téléphonique qui refacturent en fait les achats faits sur leur réseau, et également les réseaux de distribution, les vendeurs qui seraient susceptibles d'accepter ce genre de paiement. Je pense que c'est l'information la plus notable par rapport à cette annonce. Moi personnellement, effectivement, j'attends toujours Google Wallet de pied ferme. D'ailleurs, j'ai relu quelques articles récemment qui dataient de début 2015 où ils disaient que ça devait arriver en Europe. Et ça existe déjà en Europe, hein. Moi je l'utilise au quotidien pour certains achats internet. Hein. Enfin, moi, le cas auquel je pense, c'est faire des transferts de paiement. Genre PayPal, mais sans la commission énorme qui va avec. Et j'ai des cas vraiment où ça pourrait nous faire gagner un temps dingue. Par exemple, je suis dans une association de kayak où on part souvent le week-end comme ça. Donc après, il faut se répartir les frais. Là, récemment, on m'a demandé de faire des virements avec des contribs pour des sommes de 4 ou 5 euros. Je me suis tapé 10 ajouts de contribs sur mon compte bancaire. Je vous assure que c'est hyper chiant à faire. Alors que j'ai ce petit bouton qui me nargue dans Gmail qui dit envoyer de l'argent par email, mais on peut pas encore l'utiliser en France, en tout cas pas à ma connaissance. Donc j'espère que ça va arriver bientôt en France. Moi, ce que je trouve assez incroyable, en fait, c'est que le GUE carte bancaire aujourd'hui fait du paiement sans contact, pousse le paiement sans contact partout dans le monde, met des terminaux qui acceptent du paiement sans contact pour toutes les cartes bleues un peu partout chez les commerçants, etc., sans augmenter le prix des terminaux en question ou des abonnements pour le commerçant. Ça me semble assez incroyable que des sociétés comme Apple ou Google soient pas capables en fait de s'intégrer dans ce GIE pour proposer leurs solutions en se basant sur les cartes bancaires existantes, en utilisant le même protocole et en rendant l'appli compatible avec tous les terminaux qui utilisent déjà un truc qui est répandu partout dans le monde et qui a déjà été uniformisé, quoi. Le problème de volonté ne vient pas de Google, hein, le problème vient des banques qui, elles, rendent leur système non ouvert, pas open source, incompatible avec les autres, et même moi qui ai essayé de faire du paiement sans contact, ça marche pas. Ah bah, je sais pas, gratuit, ça marche bien. J'ai l'appli de ma banque qui marche super bien et qui remplace ma carte bancaire partout où le paiement sans contact est accepté. Moi, j'ai testé. Y compris pour les supérieurs à 20 euros en plus, donc moi, ça me va bien. Moi, j'ai pas de paiement par le smartphone, par appli. J'ai juste testé la carte CB sans contact et je suis jamais arrivé à le faire fonctionner. Ah, mais c'est parce que t'as pas un bon commerçant. Parce que moi, c'est mon commerçant qui prend ma carte et qui me la passe, donc comme ça marche à chaque fois. Et côté Apple, c'est pareil, c'est pas disponible en Europe, leur système de... Pas encore. US uniquement. C'est comme Google Voice, hein, on l'attend depuis des années. Pourquoi ça arrive pas? Parce que Google devrait devenir fournisseur de services, machin truc, prendre une licence auprès de l'État qui coûte des milliards, créer une nouvelle entreprise, etc. Alors qu'aux États-Unis, chaque utilisateur d'un compte Google peut avoir un numéro de téléphone Google, et les gens peuvent les appeler sur ce numéro de téléphone. Et ce numéro de téléphone, s'ils ne sont pas devant leur ordinateur, par exemple, est rebasculé sur leur mobile, sur leur fixe, etc. C'est un vrai service de téléphonie avec un numéro de téléphone. Et ça, c'est totalement impossible en Europe à cause des législations. Bon, on va passer à Android Wear alors. Donc les grosses choses qui ont été annoncées, enfin grosses, tout est relatif.
C'est un système qu'ils appellent Always On qui va permettre en fait d'avoir des affichages beaucoup moins gourmands en énergie en réduisant drastiquement par exemple la luminosité ou des choses comme ça ou les protocoles d'arrière-plan pour quand on a une carte par exemple qui est affichée qu'elle soit mise à jour un peu moins régulièrement mais que ça permette d'économiser l'énergie. La possibilité de dessiner ces émoticônes et puis de les avoir automatiquement en détection, bon ça c'est un peu comme les petits dessins sur l'Apple Watch, moi je trouve ça totalement useless mais après vous me direz ce que vous en pensez. La gestion de gestes du poignet, qui ça peut être assez sympa, ça va permettre par exemple de bouger son poignet pour passer d'une carte à l'autre ou d'une appli à l'autre sans être obligé d'aller mettre ses doigts sur l'écran. Donc quand on a un besoin de lisibilité, poser ses doigts sur l'écran n'est pas forcément judicieux. Ça, Apple à ce niveau-là l'a bien compris puisqu'ils ont mis la petite molette qui permet de remplacer une grosse partie de la navigation à l'écran. Donc Android est en train de se diriger un peu dans la même direction mais avec d'autres méthodes. Et un launcher qui va être revu, et ça je pense que c'était presque nécessaire pour tous les possesseurs de montres Android Wear, parce que voilà, c'était parfois un petit peu compliqué de retrouver les applications qui étaient installées et de lancer la bonne application au bon moment. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas d'énormes évolutions en fait, ce n'est que la continuation d'un système qui est très neuf, mais par contre je préfère, quand on parle de ce sujet de Android Wear, étendre un petit peu la chose sur les sujets qui vont arriver après, qui sont Android Auto et Android TV, parce que je veux surtout élargir la pensée telle que Google essaye de la voir en interne. J'ai regardé la conférence de Timothy Jordan qui explique bien que leur focale n'est pas sur tel ou tel produit Android Wear ou Android Auto ou Android bidule, mais d'avoir une plateforme qui puisse s'adapter aux différents écrans et aux différents instants d'utilisation du système. Le système interne doit être le même, les API doivent être totalement compatibles. Leur idée est là, c'est que même l'application en elle-même doit être programmée pour que sa logique soit identique, quel que soit le mode d'affichage, et que l'on soit sur un tout petit écran d'1 ou 2 pouces ou bien sur une immense télé de 50 pouces, l'information elle-même doit être la même. Google, c'est à charge à Google de fournir les éléments d'interfaçage de manière à ce que l'information soit correctement affichée sur l'écran. Alors en sachant que c'est quand même déjà un peu le cas, hein, c'est-à-dire que très souvent quand j'ai des débats avec des pro Apple, des petits arguments par mes connaissances qui reviennent régulièrement, du genre ah ouais mais quand t'es développeur sur Android ça doit être un vrai calvaire de gérer 15 tailles d'écran différentes, c'est pour ça qu'Apple n'a que 2 tailles d'écran aujourd'hui et est resté sur une seule taille avant. Bah non, parce que Android a des SDK qui, depuis très longtemps, savent gérer un affichage responsive et évolutif en fonction des dimensions de l'écran, et que le développeur n'est pas obligé de développer son application pour toutes les tailles d'écran qui existent. Donc effectivement, on continue dans cette logique-là, simplement on l'élargit encore avec des écrans beaucoup plus petits et des écrans beaucoup plus grands en fait, simplement. D'ailleurs, une annonce proche de ce sujet aussi, si j'ai bien compris, c'est que maintenant les développeurs vont pouvoir tester en gros les 10 ou 15 smartphones les plus populaires avec leur application directement dans le cloud, si j'ai bien vu ce passage de la keynote. Ouais, qui fait qu'ils n'ont plus à avoir 15 PC directement en fait. Ouais. Voilà, c'est ça. Ce qui est assez bien pensé, je trouve. Ouais, bah ouais, je ça suis va pas vraiment développeur, leur permettre mais de vérifier qu'ils ont bien codé le truc et qu'ils ont bien compris comment l'API marchait pour qu'elle réponde comme il faut. Quoi. T'es content de ta Motorola 360, François? Je suis extrêmement content de ma Motorola 360. Il y a le côté pratique qui est le fait que j'ai plus besoin de sortir mon téléphone à chaque notification. Et par contre, j'ai toujours l'information à disposition. En plus, je le laisse plus volontairement au fond de ma poche. J'y prête moins d'attention. On est moins capté par le téléphone. L'information nous arrive de façon beaucoup plus directe et on est beaucoup moins esclave carrément de son téléphone. Moi, je me souviens de croire le contraire en fait. Ben oui, moi je le pensais fortement. Hein, je pensais fortement que ce genre d'outil serait libérateur par rapport à l'emprise qu'a le numérique sur nos vies, parce que on a l'information de façon plus immédiate et on peut y répondre de façon plus immédiate sans avoir à faire d'actions supplémentaires par rapport à ce que l'on est en train de faire au moment où on reçoit l'information. J'utilise souvent la navigation
d'Android pour aller à des rendez-vous d'affaires dans Paris, retrouver des gens ou des choses comme ça, ou des lieux, et je me fais guider par ma montre. Je lance la navigation sur le téléphone, et après, je me laisse guider par ma montre. Ma montre me dit dans 100 mètres, tourner à tel endroit, etc. C'est extrêmement pratique, tu ne sors plus ton téléphone. Ouais, là où on aurait pu dire en fait que la montre allait peut-être baisser un petit peu l'autonomie du smartphone avec le Bluetooth, etc. Bah, au final, c'est le contraire parce que ça permet aussi d'économiser pas mal d'affichage d'écran qui compense largement le faible usage énergétique du Bluetooth, quoi. Bon alors après Android Auto, Android TV, il n'y a pas eu beaucoup d'annonces. Je sais pas ce que vous en avez pensé, ça a été évoqué dans les grandes lignes, mais il n'y a pas eu vraiment de choses. Non, comme je disais, c'est la consolidation. Il y a eu les annonces l'année dernière. Google est en train de faire du partenariat à tout crin dans toutes les directions. Ça se fait pas du jour au lendemain et ça arrive petit à petit. Et voilà, et en gros les annonces c'était ça, c'était juste pour dire il y aura plein de partenaires dans les voitures et plein de partenaires dans les télés, quoi. Et pour une fois, on est un peu en avance en France sur le plan des Android télé, puisqu'il y a déjà 2 box qui sont compatibles, qui ont été sortis avec Android télé. Il y a la box. J'ai pas encore eu l'occasion de tester, mais j'avoue que si quand j'ai la possibilité de la voir par Bouygues, je pense que je vais me la prendre. Bah, faut savoir que le phénomène des box est quand même assez particulier à la France. On a été les premiers à faire ce système. Je crois qu'il y a très peu de pays où ce système est en place et ça a permis également l'intégration de services VOD, VoIP, etc., de façon automatique, alors que dans d'autres pays, ce genre de services, ces services sont séparés. Bah, puis surtout, voilà, ça a permis de l'adoption par le plus grand nombre. Parce que ce genre de service, effectivement, ça reste encore dans beaucoup de pays réservé à des technophiles qui achètent spécifiquement les terminaux dédiés à un usage de streaming vidéo ou à un usage de mirroring, d'accès distant, de choses comme ça, de NAS. Là, ça permet quand même de démocratiser certaines technologies assez largement et ensuite éventuellement d'amener sur des produits plus premium, plus spécifiques, un peu plus musclés. Ça permet quand même de faire rentrer les nouvelles technos dans quasiment tous les foyers. Et Android TV va rajouter encore une petite couche là-dessus. Et c'est peut-être là que Google va faire la différence par rapport à Apple. C'est avec des partenariats où ils vont permettre de faire des économies au niveau développement pour les opérateurs qui vont être friands de ce genre d'économies, puisque ça coûte très cher de développer une box. Et à côté de ça, ça va permettre à Google de rentrer dans encore plus de foyers. Et une fois qu'on a une bonne expérience avec de l'Android TV, pourquoi pas avoir un téléphone Android, une montre Android Wear, ou choisir l'option Android Auto dans sa nouvelle voiture, quoi. Tout à fait, t'as tout à fait raison. Le fait qu'on soit précurseur n'est pas que le seul avantage. Le fait que il y ait une intégration globale des services dans un seul appareil fait que l'ensemble de ces services additionnés revient moins cher que d'acheter un modem et d'acheter le modem TV et d'acheter le modem VoIP, etc., comme ça se fait dans certains pays. C'est vrai que ce qui est intéressant avec ces appareils, c'est que finalement, parce qu'on a tendance à dire un smartphone, une smartwatch, une smart TV, etc., ça fait beaucoup de choses. Mais finalement, quand on regarde la quantité de boîtiers en tout genre que ça remplace, et pas uniquement pour la télé, mais je sais pas moi, ma radio par exemple, maintenant je l'écoute sur ma tablette en podcast, les réveils pareil, etc. Donc finalement, ça fait quand même beaucoup d'appareils en moins à acheter, à renouveler. Venant du domaine du développement durable, c'est quelque chose auquel je suis assez sensible. Ensuite, on pourrait espérer que le logiciel de ces appareils soit maintenu un peu plus longtemps qu'il ne l'est aujourd'hui, surtout pour certains constructeurs. Il y a un peu d'obsolescence programmée là-dessus, mais bon, au moins, si on veut, on peut quand même réduire pas mal son équipement en appareil, avoir quelques appareils qui font beaucoup de choses très bien. Je voulais rebondir aussi sur ce que disait Michael, le fait que, par exemple, une télé plus une tablette, ça remplace pas mal de choses. Effectivement, surtout à l'heure du dématérialisé, de la consommation de contenu directement dans le cloud, ça permet quand même, effectivement, plutôt que d'avoir 500 Blu-ray chez soi, on a un abonnement à Netflix ou à Canal Play Infinity,
Et voilà, on a ces séries, on a ces films, etc. Les quelques vidéos qu'on veut éventuellement avoir de la famille, elles sont sur la carte SD de la tablette. Et voilà, on n'est pas obligé d'avoir et un lecteur Blu-ray, et un lecteur DVD, un truc HDMI machin pour transmettre depuis le NAS ou depuis l'ordinateur, et puis un câble pour brancher tel truc. Et puis voilà, enfin c'est vrai que ça simplifie quand même, ça comprime un petit peu la chose. Et ouais, avec la montée des débits après, ça peut permettre effectivement des vrais changements d'usage. Reste à ce qu'on ait une montée des débits qui soit un peu plus globale également, parce que c'est aussi un gros problème à l'adoption de toutes ces nouvelles techno et de ces nouveaux usages, quoi. Ouais, surtout pour les pauvres gens qui n'ont même pas encore la DSL parfois. Enfin, c'est vrai que c'est. Sur ce sujet-là, on peut évoquer ce qui s'est passé au Google I.O. où Google veut faire des efforts très importants pour donner l'accès à Internet à beaucoup plus de monde. Leur slogan, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est que aujourd'hui il y a 1 milliard de gens sur la planète qui ont accès à Internet et Google veut être en quelque sorte responsable du 2e milliard. Et c'était Je pour crois que faire c'est sur les cela. smartphones en particulier. Alors il y a deux grandes voies d'attaque. Effectivement, il y a l'opération Android One qui passe par les smartphones à bas coût pour les pays émergents tels que l'Inde, la Chine et certains Afrique et Amérique du Sud, où pour moins d'une centaine de dollars, on peut avoir un vrai smartphone avec l'ensemble des services Google à l'intérieur. Le deuxième gros champ d'investigation pour Google, alors qui est un petit peu moins avancé, qui est encore au stade d'expérimentation, mais il y a des véritables expérimentations live qui sont en cours, c'est le projet Loon, qui consiste à transférer de l'Internet grâce à des ballons stratosphériques, de multiples ballons stratosphériques qui se baladeraient autour de la planète. Voilà, des gros hotspots WiMAX, quoi, en gros. Exactement, qui seraient montés et baissés en altitude pour pouvoir les stabiliser au niveau de leur position. D'ailleurs, des calculateurs entiers seraient dédiés à ce genre de calcul. Et ils arrivent déjà à relier les loons entre eux. Le contact avec la Terre est bon, c'est parfait. Les technologies utilisées sont des technologies qui existent déjà, et donc on peut espérer des opérations. Alors les partenariats sont en train de se créer aussi, parce qu'évidemment il faut des partenariats avec les opérateurs des différents pays qui seront impactés par ce genre de choses, et on peut espérer des commercialisations dans les mois qui arrivent, carrément. On va passer à Brio. On en parlait en début d'émission. Donc, Ouais. c'est le nouvel OS qui est dédié à tout ce qui est objet connecté. Et on sait que ça va être un gros cheval de bataille pour les constructeurs et les grosses firmes de l'IT dans les années à venir. Puisque on prévoit qu'il va y avoir 10 milliards d'objets connectés d'ici 10 ans. Donc, ça va être absolument colossal. Qu'est-ce que Ouais. vous en pensez un petit peu de ce qui a été annoncé, des promesses, puisque pour l'instant ce ne sont essentiellement que des promesses qui ont été faites par Google dans ce domaine? Pour moi, c'est Google qui continue à sortir du web en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on voit ce que Google est capable de faire avec les données sur Internet aujourd'hui. Là, l'idée, c'est d'étendre Internet au monde du réel au travers des objets connectés. Donc, je trouve que c'est à la fois fascinant et peut-être un peu terrifiant pour certains de voir ce qui est possible de faire à partir de là. Si on prend par exemple l'exemple de ce que Google a fait avec Google Maps en rachetant Waze, donc l'application, enfin le réseau communautaire de la circulation dans la route, sur la route, on voit que Google arrive à analyser une quantité gigantesque de données pour anticiper le trafic de façon extrêmement précise. Donc, qu'est-ce que Google sera capable de faire quand il aura accès à la moindre information venant, pour l'individu, ça peut être son chauffage, son système de verrouillage, la fermeture des volets, etc. Et puis, on peut envisager évidemment que ça s'étende aux villes, par exemple, la gestion des feux pour le trafic et passage piéton. Enfin, on peut envisager une quantité de choses illimitées finalement.
Donc Google, c'est disons, la porte ouverte pour que Google puisse stocker absolument toutes les données générées dans le monde et ensuite les analyser pour pour en proposer de la valeur ajoutée, on va dire. Ouais, effectivement, et on voit bien que des stratégies comme Android Auto, justement, auront aussi toute leur place là-dedans, tu le disais, sur tout ce qui est circulation. Je sais qu'effectivement, quand je lance Google Maps, il va pas me proposer le même itinéraire pour le même trajet, en fonction de si je lui demande le lundi matin à 8h, heure de pointe du bureau, ou si je lui demande le samedi après-midi à 16h, quoi. Au-delà de ça, au-delà des solutions qui pourraient être apportées par ce genre de technologie, ce qu'on remarque surtout, c'est que Google est dans une perspective à long terme et n'attend pas que la problématique se pose pour essayer d'apporter une solution. Aujourd'hui, on est à 3-4 objets pour les plus geeks. Dans une quinzaine d'années, on imagine que ça serait une quarantaine d'objets connectés qu'on aurait. Il faut voir ce qu'on appelle objet, parce que ça pourrait même être potentiellement, quand vous faites vos courses, vous achetez une salade, sur l'emballage il y a une puce NFC avec peut-être le petit système d'exploitation Brio dedans, vous le mettez dans votre frigo, Google sait que vous avez ajouté votre salade dans le frigo, vous préviendra avec Google Now, votre salade va être périmée, il vaut mieux la faire pour le repas ce soir. Enfin bon, évidemment j'anticipe un petit peu, mais c'est vrai que potentiellement tout pourrait être connecté à l'avenir, quoi. De toute façon, l'objet connecté comme tel est nouveau aujourd'hui, donc on en parle, mais c'est comme les nouvelles technologies de la communication. En fait, il y a encore quelques années, on parlait du numérique, et on disait tel truc numérique, tel truc numérique, tel truc numérique. Aujourd'hui, ça nous viendrait même plus à l'esprit, par exemple, de parler de communication d'entreprise numérique. C'est rentré dans les mœurs. Et je pense que l'objet connecté va suivre un peu la même logique, quoi. Et Google essaye en fait de proposer une solution qui va permettre d'unifier et d'avoir des choses qui seront interopérables et qu'on passe par un truc, je sais pas moi, Netatmo, Nest ou MyFox par exemple, pour citer 3 français au hasard, et on va pouvoir mettre Brio dans les 3 et les faire communiquer ensemble pour avoir des interactions qui seront beaucoup plus poussées que si on est limité à ce que Nest propose pour le Nest, à ce que Netatmo propose pour Netatmo, avec à chaque fois une application cloisonnée et des croisements de données qui sont très compliqués à faire, quoi. Les objets vont devenir connectés, en gros, qu'on le veuille ou non, et qu'on utilise ou non les fonctions connectées. Enfin, quand je reprends l'exemple de la salade, c'est pas, enfin, la personne achètera la salade connectée qu'il ait un frigo connecté ou pas chez lui, quoi. Et ensuite, ça dépassera aussi, je pense, bien beaucoup plus le seul cercle de l'individu. C'est quelque chose qui va s'insérer vraiment dans la ville. Enfin, aujourd'hui, on parle beaucoup de la ville intelligente. Il y a IBM qui fait beaucoup de choses dans ce domaine, et je suis persuadé que tous ces protocoles-là vont alimenter, finalement, vont couper les séparations entre les individus, leur environnement immédiat et le monde en général, quoi. Je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, dans le sens où il y a quelques années de ça, par exemple, tu pouvais encore trouver un ordinateur qui n'avait pas de Wi-Fi, et que tu aies Internet ou pas, que tu aies besoin d'Internet ou pas, ça pouvait se poser éventuellement comme question. Aujourd'hui, que tu aies Internet ou que tu ne l'aies pas et que tu en aies besoin ou que tu n'en aies pas besoin, tout ordinateur va être doté d'une connexion Wi-Fi et de la potentielle connexion à un réseau Wi-Fi. Effectivement, tous les objets, je pense, vont suivre petit à petit cette dynamique pour se connecter, s'interconnecter. Après, effectivement, voilà, si tu achètes ton ordinateur pour faire tes comptes tranquilles sous Excel en offline, tu n'auras pas besoin du Wi-Fi. Et puis le jour où tu auras envie d'aller faire une recherche sur Google, et si tu appelles Orange pour avoir ta box Orange, tu pourras te connecter dessus en Wi-Fi pour pouvoir aller faire tes recherches sur Google. Ta machine à laver, ce sera pareil, quoi. Tu pourras continuer de faire ta lessive comme avant. Et si tu as envie qu'elle te prévienne quand c'est fini, pour que tu saches si tu lui demandes de continuer de tourner ou si tu rentres dans 3 minutes et qu'elle peut s'arrêter parce que tu vas sortir ton linge, tu pourras le faire. Elle demandera pas, Google fera déjà ça. Oui, voilà, c'est ça. Google saura si tu es en train de rentrer pour savoir s'il va maintenir. Il y a encore pas mal d'obstacles à ce genre de rêve, hein. C'est tout à fait faisable. Moi, ce que je pense que le plus intéressant, c'est qu'il y ait des opérateurs comme Google qui veuillent aller de l'avant et prévoir les standards pour le futur. Bien sûr, c'est aussi pour ça que j'avais mis la prospective dans le thème de l'émission.
je propose qu'on glisse doucement sur le sujet suivant parce qu'il est tout à fait Ouais. connexe. Tout à fait. Parce Donc que le projet Abacus. bah, ouais, tu nommes déjà le nom du projet, mais je pense que ce qui est intéressant de dire, c'est que ces objets connectés, Google a déjà pensé à un certain nombre d'entre eux, je dirais. Et ce qui les intéresse, c'est l'interconnexion, l'interface, l'interaction entre l'homme et la machine. Et Abacus est un résumé d'un certain nombre de solutions qui ont été travaillées par le projet ATAP, il me semble qu'il s'appelle comme ça. C'est un groupement à l'intérieur de Google moi j'ai retenu deux gros projets. Le premier, c'est la reconnaissance des mouvements de la main par un mini radar. Ils sont arrivés en 9 mois à transformer un radar qui était gros comme un ordinateur tour, en gros, et ils l'ont réduit à une petite puce qui pouvait rentrer dans une montre portée au poignet. Et ce radar, en fait, permet de voir les mouvements de la main, de les interpréter. Premier projet, donc ça c'est pour une interface sans interface en quelque sorte, où l'interface c'est l'homme lui-même. Et cette main, Google veut la faire utiliser pour d'autres projets qui se rapprochent plus du textile, puisqu'ils nous ont présenté également des projets pour rendre le textile intelligent. L'idée était simplement de transformer un bout de tissu en une surface tactile. On connaît très bien les surfaces tactiles au niveau des trackpads et des téléphones. On s'est dit pourquoi pas le reproduire au niveau du textile. Et alors, prospective, quel usage de ces tissus? Eh ben, je dirais que le projet ATAP ne cherche pas tellement à dire à quoi ça va servir, mais cherche à solutionner des problématiques globales. Et après, offrirait, c'est la logique souvent de Google, la solution sous forme open source, afin que tous les acteurs de l'industrie puissent reprendre la solution logique dans des solutions physiques et monnayables. Imagine un usage avec un casque virtuel. Quand tu as besoin d'activer une commande, tu lèves ton bras, tu regardes ton bras, ça te montre des touches en réalité augmentée ou quoi, et tu touches ta manche. Ouais, effectivement, oui. Mais absolument, c'est le radar qui détecte la main est fondamentalement une évolution du Google Glass, où Google Glass ne donnait que de l'information de l'objet vers l'utilisateur, et on n'avait pas de possibilité on pouvait toucher la branche de la lunette pour faire défiler le machin, mais on n'avait pas d'interaction vraiment active avec le système d'exploitation, et ce qui manquait fondamentalement. Ok, et donc Abacus, je te laisse... Donc le but c'est essentiellement d'essayer de se passer de mot de passe, pour faire simple, en tout cas de limiter l'usage des mots de passe le plus souvent possible, donc en créant une sorte de cartographie globale de l'utilisateur et de ses habitudes. Donc ça va être ses trajets, ça va être sa façon d'utiliser son smartphone, de le regarder, sa façon de marcher, sa façon de... Voilà. On peut tout imaginer après, ça peut être ce qu'on entend de la voix, des voix autour ou des bruits autour habituels ou quoi que ce soit, et de prendre toutes les données que Google va pouvoir collecter et connaître d'un utilisateur sur ses habitudes pour établir un score de probabilité de est-ce que c'est bien l'utilisateur habituel qui est en train de vouloir déverrouiller par exemple le smartphone, la tablette ou la serrure ou pas, et en fonction de ça pouvoir demander de manière contextuelle le mot de passe ou non, en fonction de si on sait pertinemment que c'est bien nous qui sommes en train de demander l'accès à l'application, ou si au contraire on a un petit doute et que ça mérite de vérifier que c'est bien nous, quoi. Effectivement, c'est un autre projet du groupement ATAP qui a repris le problème assez fondamentaux en se demandant à quoi ça sert un mot de passe, pourquoi on se sert d'un mot de passe, est-ce qu'ils sont bons, et quelles sont les différentes techniques qu'on utilise sur les différentes plateformes pour remplacer les mots de passe. Et ils ont essayé de comparer
tout ça les uns par rapport aux autres et de tester leur fiabilité par rapport à une fiabilité hypothétique à quelques années qui pourraient être les outils de craquage des pirates voilà, dans quelques années. Et ils sont aperçus que aucune des solutions utilisées actuellement n'arrivait à à préserver correctement la sécurité du système. Et la logique derrière ce projet Abacus, c'est en fait de combiner plusieurs signaux, d'éviter que ça soit l'utilisateur qui ait à se souvenir de quoi que ce soit, mais que les signaux soient directement portés par l'utilisateur. Et on se demandait comment ça peut se faire. C'est peut-être le temps de délai entre les touches, le positionnement exact des touches. Ce qui est assez dingue, c'est d'imaginer la quantité de lignes de code, d'échanges de données, de calculs qu'il y a derrière. Enfin, ça doit être optimisé à un niveau incroyable, quoi. Mais c'est vraiment impressionnant, quoi. Chaque jour, Google m'étonne un peu plus. Et c'est d'autant plus incroyable pour une entreprise aussi grande de continuer à innover autant. Peut-être même au détriment parfois de ses produits de base, on va dire. Enfin, moi, personnellement, j'attendais pas mal de nouveautés dans du Gmail, enfin des outils qu'on utilise un peu au quotidien. Il n'y a rien eu du tout. Il n'y a même pas eu une seule mention, je pense, de Google Apps, alors que l'année dernière, il y a quand même eu plusieurs annonces dans Google Apps. Cette année, on était orienté vers le grand public, clairement. Alors que l'année dernière, on était orienté vers le professionnel. Et tu trouves extraordinaire la qualité du résultat et t'imagines la quantité de travail et de lignes de code nécessaires pour faire cela. Mais moi, je suis encore plus ébahi par Polymer, qui est un produit multiforme, qui n'est pas facile à définir. Alors après, moi, je voulais aussi rebondir sur quelque chose que Michael disait tout à l'heure, par rapport à Google a encore cette capacité à innover, alors que pour une grosse boîte, c'est un petit peu étonnant. Faut pas oublier non plus que Google fonctionne un peu encore avec un esprit, c'est juste un gros vivier de start-up, en fait, dans le fonctionnement globalement. C'est-à-dire que c'est plein de petites équipes qui ont quand même une grosse indépendance. Tout est fait pour que chaque employé puisse avoir du temps libre payé, en fait, où il va pouvoir bosser sur des projets perso qui amèneront peut-être à des nouveaux projets, à des nouvelles innovations. Enfin, je veux dire, tout est mis en œuvre pour avoir cet esprit start-up, cet esprit de liberté, d'envie d'entreprendre, de tester des nouvelles choses, quitte à ce que ça coûte des heures pour au final aboutir à rien, mais parce que s'il y a une petite idée intéressante qui germe, ça va permettre de mener un nouveau projet derrière et d'amener une nouveauté utilisateur. Et ça, c'est vraiment la grosse force de Google, qui est aussi sa plus grosse faiblesse. C'est-à-dire que, par exemple, ils vont nous sortir un inbox inachevé en nous disant « Waouh, c'est super, c'est génial, c'est tout neuf et c'est innovant ». Et puis au final, y a des fonctions de base que tout le monde réclame, qui auront mis quasiment un an à arriver, quoi. Ouais, puis surtout Gmail évolue pas pendant ce temps, quoi. C'est ça, et donc on a quand même les deux extrêmes avec Google, à la fois ce côté hyper innovant, et cette sensation souvent d'un peu inachevé, pareil, d'une start-up en fait, qui n'a pas les moyens d'achever son produit rapidement ou d'aller jusqu'au bout de son projet en fait. C'est un peu le pour et le contre de la boîte, quoi. Quelques nuances, attention, Google est quand même vachement grand et il y a des secteurs qui sont extrêmement bien structurés, je pense en particulier à AdWords. Oui. Je peux vous assurer que là, il y a très peu de liberté, très peu. Tu m'étonnes. Il y a quand même 90% du chiffre d'affaires, t'as pas intérêt à te déconner. Exactement. Donc bon, il y a Google et Google. Google n'est pas un. Faut bien faire attention déjà à ce point de vue-là. D'autre part, ce n'est pas tous les employés Google qui ont 20% de temps libre pour faire des projets personnels, c'est tous les ingénieurs. Faut bien nuancer les choses. Et d'autre part, Google, non, ne va pas lancer des milliards et des milliards dans des projets qui peuvent se casser la tronche. C'est qu'ils organisent carrément l'innovation. Et ils ont des méthodes extrêmement fortes et brutales pour accélérer l'innovation, ce qu'ils appellent les sprints, par exemple, ou les design sprints, où ils se réunissent pendant 3-4 jours avec de la pâte à modeler pour monter
une maquette totalement fictive d'un projet totalement fictif, mais pendant ces 3 jours, ça cogite, ça bosse complètement à fond, et c'est à ce moment-là que surgissent les meilleures idées. Passer un petit peu vite fait, donc juste dire qu'il y a une nouvelle version d'Inbox qui a été déployée en parallèle de l'IO. Si vous êtes utilisateur Inbox, que vous aviez laissé un petit peu de côté parce qu'il vous manquait des choses, retournez-y, refaites un petit tour, revoyez un petit peu les améliorations. Pas mal de demandes de la communauté qui ont été satisfaites. C'est disponible pour apps. Le fait que Google Maps va offrir des modes offline beaucoup plus pertinents et poussés que ce qu'il nous proposait en ce moment, avec la possibilité d'enregistrer vraiment des trajets complets et assez longs pour pouvoir les utiliser ensuite offline. Donc voilà, c'était une petite annonce, à voir après comment ça va se concrétiser, se déployer. Et donc François, si tu veux parler un petit peu de 2-3 choses maintenant qui te tenaient à cœur dans les autres annonces un petit peu moins médiatisées de l'IO, vas-y, je t'en prie, comme ça tu auras le mot de la fin. Merci, j'en ai déjà parlé 2 mots, hein. C'est le projet Polymère. Ce projet, en fait, c'est à la convergence de 2 grands projets Google. D'une part, le matériel design, l'unification des interfaces, et d'autre part, une amélioration du web, toujours aller plus loin et rendre le web applicatif un maximum, se passer des applications natives, pouvoir tout faire dans un navigateur, c'est vraiment leur projet. Et Polymère, en fait, l'idée c'est de créer des web, ce que j'ai appelé tout à l'heure les web components, c'est-à-dire pouvoir créer ses propres tags HTML, imaginer sa façon de créer son input, imaginer d'autres éléments d'interface tels qu'on les veut et qui seraient qu'on pourrait implémenter dans les pages HTML aussi simplement qu'on implémente aujourd'hui une image. Voilà en gros l'idée, le projet. Moi, ce que j'appelle Polymère, en fait, c'est le XML réinventé correctement. Parce que quand il y a eu le HTML, très rapidement, il y a eu le dérivé XML qui était la version totalement libre du langage HTML, où on pouvait faire n'importe quelle balise, mais ça posait un problème, c'est qu'il n'y avait pas de règles. Donc on était obligé d'inventer un langage de règles à côté, XSL, XSLT, CSS, etc., pour pouvoir le diriger. Et là, en fait, on a une règle générale avec Polymère qui nous permet d'avoir tous ces éléments plus d'autres, tels que le data binding, il y a tout un tas de fonctionnalités qui rentrent dans cette plateforme qui sont totalement impressionnantes. Et évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir donner aux développeurs web des possibilités impressionnantes de façon extrêmement simple. Et c'est ouvert à tout le monde, c'est open source, tout le monde peut y accéder. Et l'idée, alors, voilà, j'ai expliqué quelle était l'idée, mais je vais expliquer aussi comment ils ont réalisé la chose, et c'est ça qui est intéressant. C'est que c'est fait en 3 étapes. Polymère. Il y a trois couches. C'est pour ça qu'on peut pas appeler ça ni une plateforme, ni quoi que ce soit. C'est assez polyforme. Le premier étage, qui n'est pas chargé dans tous les navigateurs, c'est le polyfill. C'est-à-dire ce qui va permettre de remplacer les fonctions manquantes aux anciens navigateurs ou aux navigateurs qui n'ont pas les fonctionnalités qui sont nécessaires de base pour créer un Shadow DOM, ou plus exactement ce que Google a transformé aujourd'hui en un Shady DOM. Bon, c'est une notion abstraite pour pouvoir mettre et bouger des éléments à l'intérieur de la page HTML. Donc ça, c'est la base pour pouvoir mettre tout le monde à 0, tous les navigateurs à 0. Au-dessus, il y a, je dirais, ce qu'on pourrait appeler la plateforme, qui va faire la mécanique, donner tout ce qui est la capacité à créer des éléments personnels, faire le data binding, repérer les interruptions, etc., etc., et gérer toutes ces opérations. Et au-dessus, Google propose également des bibliothèques pour pouvoir d'objets déjà créés dans cette perspective. Et cette bibliothèque, à la fois donne des objets purement applicatif, style faire un appel Ajax,
faire du stockage local, voilà, tout ce genre d'opérations qu'on va faire en cachée par le navigateur, mais il a également des bibliothèques pour répondre aux spécifications de design, matériel design, et donc pouvoir créer des applications de toutes pièces sans avoir à recréer quelque design que ce soit. Donc on a carrément une interface utilisateur qui n'est plus à recréer. Avec toute la cohérence que ça va permettre d'apporter aussi si tout le monde utilise les mêmes règles d'interface déjà proposées dans les bibliothèques. Ça va permettre d'un site à l'autre, ou d'une application à l'autre, ou d'un environnement à l'autre, de retrouver des codes. C'est encore mieux que ça. C'est-à-dire que Polymer, justement, n'est pas une plateforme dans le sens où il peut être utilisé en conjonction avec d'autres plateformes ou avec des vraies plateformes JavaScript telles que jQuery ou n'importe quelle plateforme moderne. Il n'y a pas d'interdiction ou de contradiction l'un avec l'autre. En tout cas, merci à vous deux pour votre participation. Merci à ceux qui nous ont regardés ce soir. Et à Jean-Paul qui était là au départ quand même, on va pas l'oublier. Oui, tout à fait, mais qui a dû partir de manière inopinée et qui n'a pas pu contribuer autant qu'il l'aurait sans doute voulu. Et puis, je vous dis à très bientôt pour plein d'autres vidéos donc en rapport avec les technos comme d'habitude, et donc également des hangouts avec des invités pour répondre un petit peu à tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en dessous de la vidéo, et les invités ou d'autres personnes qui passeront par là et qui se sentiront la compétence de vous répondre n'hésiteront certainement pas à vous répondre. Voilà. Salut à tous, bye bye, bonne soirée. Salut à tous.